Coucou. Eh ben non, je vous ai eu. Je suis pas rentré par la porte, je suis rentré par la fenêtre. Mais du coup, qui vient d'ouvrir la porte? Et pourquoi ma chaise se retrouve là-bas? Voilà, essaie de rentrer maintenant. Mince, la fenêtre. On se retrouve pour deux threads d'horreur, courts je l'avoue, mais tout aussi badants l'un que l'autre. Je vous conseille fortement de regarder la vidéo le soir, dans le noir, seul, dans un recoin isolé de la maison, là où il n'y aura aucune issue de secours, là où vous ne pourrez pas fuir. N'hésitez surtout pas à vous abonner avec la cloche pour recevoir toutes les notifications, à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir, et on se retrouve pour la première histoire, mais juste avant, générique. On se retrouve chez Martin, qui est un jeune étudiant vivant dans un immeuble seul. Donc Martin, un soir, il va se coucher et très tard dans la nuit, on toque à sa porte. Donc il se réveille, intrigué, il va ouvrir et c'est une jeune femme qui se tient devant lui et qui lui demande gentiment est-ce que il peut l'héberger ce soir-là parce que son conjoint la frappe. Là on commence très fort. Hein. Donc Martin, choqué, il accepte, lui propose un café. Et il lui propose une couverture, et lui explique un peu la situation, elle dit qu'elle a prévenu sa famille, et que sa famille et ses amis allaient venir la chercher le lendemain matin. Le lendemain, Martin, il se réveille, et la jeune femme, elle est plus là. Elle a plié la couverture, et elle est partie. Donc Martin, il fait de même, il prépare son sac, et il va en cours. Le soir même, Martin, il est revenu de cours, il s'endort, et la même femme va toquer. Elle va lui expliquer une nouvelle fois qu'elle s'est fait frapper par son conjoint, mais cette fois, à la différence qu'elle a des traces sur son visage. On voit qu'elle a réellement été battue. Et donc Martin, il va la prendre sous son aile une fois de plus. Il va lui proposer un café, une couverture, tout ça. Et il va l'héberger. Le lendemain matin, il se réveille, la couverture est une fois de plus pliée et la femme est repartie. Et ce scénario va se répéter toute la semaine. Toute la semaine, la femme va revenir et expliquer qu'elle s'est fait frapper par son conjoint. Donc Martin, à un moment, il en a marre des situations, il se dit, il a pitié pour la femme, il se dit que peut-être qu'elle, elle ose pas aller chez la police pour pas mettre à mal son conjoint, peut-être parce qu'elle l'aime. Du coup, Martin, lui, il décide d'aller chez la police pour la femme, pour expliquer la situation et lui venir en aide. Donc il va rencontrer un agent et il lui explique la situation. Et l'agent, intrigué, il lui montre une photo. Et Martin va reconnaître la femme sur la photo. Et là, l'agent, il va lui dire que la femme, elle est morte depuis bien longtemps dans son immeuble, morte, frappée par son conjoint. Ça veut dire que la femme qui venait lui rendre visite tous les jours en lui demandant de l'aide, elle était morte. Ça veut dire que c'était soit un esprit, soit un fantôme, mais en tout cas, elle n'était pas vivante. Imaginez, ça vous arrive. C'est vraiment badant comme histoire. On se retrouve tout de suite avec la seconde histoire. Pour cette seconde histoire, on se retrouve chez Myriam, qui est une jeune femme de 22 ans qui habite à la campagne. C'est une jeune femme qui adore la nature. Elle a une petite forêt à côté de chez elle, mais elle explique que c'est une forêt très vaste et il est très facile de s'y perdre. Donc elle, à force d'y aller, elle connaît la forêt pratiquement comme sa poche, et elle a l'habitude de suivre un sentier. Donc un soir, elle y va, sauf qu'elle se rend pas compte du temps qu'elle passe dans la forêt, et malheureusement, il fait de plus en plus sombre, et elle a de plus en plus de mal à suivre le sentier, et en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, elle se perd. Parce que là, il fait vraiment sombre, et elle perd de traces, le sentier. Donc là, vous commencez à vous imaginer la suite du scénario. Elle commence à s'enfoncer dans la forêt, parce qu'elle va pas rester sur place, elle va pas dormir dans le noir. Elle essaie de trouver une solution, donc elle marche, et au loin, elle aperçoit une cabane. Donc elle s'empresse d'aller vers la cabane, et elle voit que la cabane, elle a l'air inhabitée. La porte, elle est entrouverte, donc elle se permet de rentrer. Elle s'est dit, autant passer la nuit dans la cabane, et si quelqu'un vient, ou si le lendemain matin, le propriétaire vient, elle s'expliquera avec lui en disant qu'elle avait aucune autre solution. Donc c'est ce qu'elle fait, elle rentre. Donc il fait nuit noire, il n'y a pas de lumière, c'est une vieille cabane. Et on voit très mal. Mais elle voit qu'il y a un lit individuel, donc elle s'y installe. Donc elle regarde autour d'elle et elle voit des tableaux. Mais ce qui la marque, c'est que ces tableaux, ils avaient des détails très surprenants. Ils étaient très réalistes,
très bien fait. Et ce qu'il avait surtout marqué et qui lui faisait très peur, c'était que les visages représentés dans ces tableaux étaient remplis de malice et pleins de haine. Donc là, elle a peur, elle baisse les yeux face à ces tableaux et elle fait un effort surhumain pour s'endormir. Donc elle s'endort et le lendemain matin, après les premiers rayons de soleil, elle se réveille. Et quelle fut sa surprise, elle nous raconte, quand elle voit qu'il n'y a en réalité aucun tableau, mais que des fenêtres. Est-ce que vous commencez à comprendre là? Ça veut dire que tout ce qu'elle croyait être des tableaux, bah c'était en fait des personnes qui l'observaient à travers la fenêtre. Plein de personnes tout autour de la demeure qui l'observaient. Des visages pleins de malice et de haine, des psychopathes. C'est vraiment une histoire très badante. On se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière histoire. Pour cette troisième histoire, on se retrouve chez Fabrice, qui est un jeune père d'une très jeune fille qui s'appelle Sarah. Il explique qu'un soir, comme tous les soirs, il va lui chanter une petite berceuse pour qu'elle puisse s'endormir. Et au moment où Sarah ferme les yeux, il sait que c'est le signal pour lui de s'éclipser de la manière la plus discrète possible pour ne pas la réveiller. Et donc c'est ce qu'il fait. À partir du moment où Sarah commence à vaciller et fermer les yeux, il commence à s'en aller tout doucement et à peine il met les mains sur la poignée de la porte, il entend Sarah d'une voix glaciale dire « Papa, je pense qu'il y a un monstre sous mon lit. » Donc là, Fabrice, fatigué, il se rapproche de sa fille et lui explique calmement que les monstres, ça n'existe pas. Et donc pour la rassurer, il dit qu'il se met à quatre pattes pour vérifier sous le lit s'il n'y a pas un monstre. Mais pour lui, il n'y a pas de monstre, c'est juste pour la rassurer. Donc il se met à quatre pattes et quand il regarde sous le lit, il explique que son sang ne fit qu'un tour, que son cerveau cessa même de fonctionner. Car il aperçoit sous son lit sa fille Sarah en train de trembler et apeurée. Et elle lui dit d'une voix glaciale « Papa, je pense qu'il y a un monstre sur mon lit. » Rien que de le dire, là j'ai des frissons. C'est vraiment badant comme histoire. L'histoire elle se termine comme ça. Donc ça veut dire qu'il y en a une des deux qui a un monstre et qui n'est pas censée être sa fille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Plus il y aura d'abonnements, plus il y aura de likes, plus je saurai que le concept vous plaît. Et donc plus je ferai de threads d'horreur sur la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.